Nous sommes le samedi 21 janvier 2023 aujourd'hui et nous avons le plaisir de nous retrouver avec vous pour le premier café juridique de cette année 2023. Premier café juridique placé sous le thème de la gestion des risques liés à l'exécution des contrats. Alors pourquoi un café juridique sur le thème de la gestion des risques liés à l'exécution des contrats? Si notre choix s'est porté sur ce thème, c'est tout simplement compte tenu de l'impact socio-économique de la pandémie, de l'inflation et également compte tenu du contexte actuel marqué par la crise en Ukraine. Ces trois éléments mis ensemble ont une incidence sur la gestion des contrats, dans la mesure où malheureusement souvent les relations contractuelles sont affectées à travers des faits tels que l'absence de respect des délais, les retards dans la fourniture des commandes effectuées, etc. Et ces incidents posent des problèmes dans le cas de la gestion des contrats et génèrent une multiplication des litiges commerciaux. C'est dans le souci donc de pouvoir proposer des solutions aux préoccupations générées par l'ensemble de ces éléments qui nous a semblé opportun ou plutôt utile de tenir un premier café juridique autour de ce thème. Nous espérons que, en dépit des activités menées par l'équipe technique de maintenance des locaux que nous occupons actuellement, nous pourrons tenir la rencontre en toute sérénité, c'est-à-dire à l'abri de nuisances sonores excessives. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec l'introduction de nos panélistes du jour. S'il fallait débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Parce que nous avons d'un côté Armand Dikoumé, de l'autre côté Martial Mbongue Palao. Qui est Armand Dikoumé? Qui est Martial Mbongue Palao? C'est sans protocole maintenant, je sais pas. Par ordre alphabétique, c'est mieux. Ah, bon, d'accord. D'accord. Moi j'aurais fait vraiment le droit d'aînesse, mais bon, par alphabétique, on peut toujours y aller. Donc, Armand Dikoumé, c'est un Camerounais, c'est un juriste et aujourd'hui doctorant en droit privé avec des missions d'enseignement sur le droit privé et le droit public, et notamment à l'Institut catholique de Paris, mais également dans d'autres instituts de l'enseignement supérieur en France. D'accord. Merci. Ok. Marcel Mbongue Palao, Camerounais, obviously. Juriste d'affaires, j'exerce depuis 2004 dans divers secteurs d'activité, dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, je suis dans le secteur des télécoms. Je suis directeur juridique et des affaires institutionnelles chez IHS Cameroun depuis 8 ans. Et je suis passionné par tout ce qui est difficulté d'ordre juridique. Mais en relation avec le business, je suis loin de mon co-speaker aujourd'hui qui fait la théorie, mais moi j'essaye d'être dans la pratique. D'accord. Merci à tous les deux. Allô? Partagez-vous ce point de vue. Enfin, et en même temps j'ai ma connexion qui bug. Oui, dans une publication datée du 24 novembre. Ça va. Armand a repris la question et s'apprêtait à répondre. Ah, d'accord. On a continué en absence. D'accord. Alors, effectivement, quand les règles de droit qui vont s'appliquer, ce d'autant plus que il y a d'autres éléments factuels à la fois qui découlent de la crise sanitaire, de l'inflation, qui vont mettre la gestion des contrats sur une autre sphère, qui ne sera pas celle d'anticiper l'exécution des règles de droit, mais qui aura la conséquence de mettre finalement la difficulté ailleurs dans l'exécution. En fait, cette question est un peu en lien avec la question 3. Donc, je vais donc m'arrêter là pour ne pas
Oui. On a les outils d'indemnisation pour les retards de livraison et tout. Mais qu'est-ce qui arrive, et ça me permet de parler d'un cas concret qu'on évoquait, Yvan. Je commande des jouets qui doivent arriver en décembre. Et mon fournisseur a une base référentielle sur la base de laquelle il m'a coté et j'ai effectué le bon de commande. Mais quand il arrive chez son fournisseur, guerre en Ukraine, augmentation du prix du carburant, tout se multiplie par 2 ou 3. Après, il me dit, oui, il faut que tu revoies ta commande. Moi, j'ai déjà pris mes engagements avec des magasins actuellement. Ils m'ont même donné des avances. Sur toute la chaîne, comment on fait? Il y a les outils pour ça. Mais est-ce que ces outils ont été mis en avant? Est-ce qu'ils ont été mis au moment où on élaborait le contrat? Parce que, tu sais, il y a tous ces éléments qui accompagnent la variation du prix. Tu connais toutes ces clauses, les clauses de révision, les clauses d'indexation, les clauses d'arrache. Mais est-ce qu'elles étaient prévues? Est-ce que je t'ai dit que sur le prix de livraison de la poupée, si le prix du carburant, du diesel, de l'essence change de X, mon prix va varier de Y? Si on n'a pas prévu ça à l'avance, ces outils-là, au moment de la naissance ou même de l'existence du contentieux, ce sera difficile de les mettre en place. Je vais dire, ce sera trop tard. Je veux dire, ces outils sont là, mais quand tout est cassé et qu'on n'a pas suffisamment anticipé, il ne fait pas grand-chose. Et là, on ne peut que se fier sur la volonté des parties. Et je crois que quand on arrive au litige, c'est que les parties s'entendent, que le dialogue ne passe plus. Il faut se fier au contentieux. Et le contentieux, malheureusement, va revenir sur l'esprit, très souvent la lettre du contrat. Donc, pour moi, oui et non. Les outils sont là. Si on les applique, on peut faire référence au droit des contrats, d'accord. Au droit de la concurrence, un peu moins dans le contexte CEMAC dans où on est. Le dispositif juridique ou l'arsenal législatif que je connais, je ne vois pas les éléments qui peuvent permettre de sauver ce genre de situation. Mais je pense certainement que le professeur Marie-Pierre faisait référence au droit de concurrence européen qui est certainement plus développé. Donc ces outils sont là, à condition de les mettre en place, mais la volonté contractuelle est très importante à la fin. Merci à tous les deux. Armand, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais quand même reprendre les éléments de réponse que tu as donnés? Parce que ça, on ne les a pas dans l'enregistrement. Et il ne faudrait pas qu'on ait le point de vue d'un seul d'entre vous sans avoir celui de l'autre, s'il vous plaît. Je disais effectivement ça m'arrive en émettant cet avis, et là, on partait un peu chez moi sur le même constat, qui est de dire simplement que la règle de droit, en tant qu'organisatrice des rapports contractuels dans ce contexte, si à elle seule, elle se suffisait justement pour endiguer ce phénomène, on n'aurait pas des situations de contentieux. Le problème, ce n'est pas tant la règle de droit, que ce soit sur les règles portant sur le droit commun des contrats, le droit à la concurrence. La question, c'est, vu que les conventions auxquelles les parties se soumettent tiennent lieu de loi à leur égard, c'est qu'est-ce qu'il y a, non pas dans le droit positif des contrats, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'accord des parties. Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat qui est les parties. C'est ce contrat qui, effectivement, est la pierre angulaire. Tout ce qu'on pourrait mettre en place comme faisceau de réparation. Et en cela, je suis... j'ai pas voulu expliciter autant que partial, mais la question qui va se poser, ce n'est pas tant la question de ce qu'est la règle de droit. Parce que dans la volonté des parties, il y a, en matière contractuelle, la phase pré-contractuelle au cours de laquelle les parties sont en pourparlers pour poser un peu le cadre à la fois réglementaire, mais également de l'objet de leur collaboration. Et si à ce moment, toutes les questions ne sont pas posées, on verra que cette réflexion va revenir sur les questions qui vont suivre. C'est pour ça que je ne veux pas couper là-dessus. Si ces questions ne sont pas endiguées durant cette phase, en réalité, tout le reste du cheminement s'en trouve impacté. Et à ce moment, il ne restera que la voie du contentieux, qui peut être également une solution, même si on verra des limites plus tard. D'accord.
Merci à tous les deux pour ces premiers éléments de réponse pour ces éléments de réponse à cette deuxième préoccupation. On va embrayer avec la troisième préoccupation. Y a-t-il d'autres références d'après vous? Et si oui, lesquelles ont dit d'autres références en dehors de celles qui ont été évoquées par le professeur Marie-Pierre de Toulouse Business School? J'en trouve pas autre qu'en dehors du droit commun des contrats, de la théorie générale des contrats. Et il ne faut pas oublier à la base que les relations commerciales viennent déjà de cette volonté contractuelle, cette volonté transactionnelle, et que ce n'est qu'autour d'elle et de tout ce qui gravite autour qu'on peut trouver des solutions. Je ne vois pas une solution qui sortirait hors du droit contractuel, mais surtout, je reviens encore sur la volonté contractuelle des parties. Quand on veut faire business de façon saine et de façon honnête, on sait trouver les solutions, on sait trouver des aménagements. Maintenant, les enjeux peuvent être différents selon les parties, mais je crois que tout tourne autour de la volonté contractuelle, de cet engagement contractuel-là. J'aurais pensé que la pratique aurait permis de trouver des solutions, mais si on parle du contexte récent, il est tellement exceptionnel dans l'histoire et dans la gravité pour que sur le plan pratique, on ait pu trouver des solutions ou des usages pour compenser ce genre de choses. On a eu, je veux dire, les dernières crises qu'on a connues sur le plan commercial, je crois, c'était en 2008, avec la crise des subprimes. Depuis, on s'est calmé, on a évolué plus ou moins normalement, et il y a une pratique d'une activité paisible qui s'est installée. Mais depuis Covid, on est en train de remodeler les choses, et la patrie ne s'est pas encore ajustée sur comment régler ce genre de choses. Donc c'est à la volonté des parties, à cette volonté transactionnelle, cette volonté de contracter et de faire des affaires ensemble, on va devoir s'appuyer donc au droit des contrats. Oui, bon, d'accord, merci. Effectivement, Armand? Non? Oui, en fait, tu as la parole. Non, en fait, moi j'étais en train de vouloir poser la question à Martial. Est-ce que dans une situation comme le cas pratique que tu as évoqué tout à l'heure, où on se retrouve dans une situation de blocage, on ne peut pas, par exemple, essayer d'aller vers une négociation ou voilà, pour essayer de réajuster les termes de la collaboration qu'on avait initialement souscrite. C'est ce que j'essayais de voilà. La négociation, c'est une discussion, comme il a dit, fait partie des pourparlers contractuels. On est en train de vouloir faire le contrat. Quand on veut modifier le contrat, ça veut dire qu'on veut rester en relation contractuelle. Si on négocie, c'est pour rester dans l'accord. Trouver des aménagements dans le contrat, dans ce qui existe déjà. C'est en cela que je dis qu'on reste dans la volonté contractuelle, la volonté de maintenir la transaction. Quand on le veut vraiment et qu'on est de bonne foi, on peut trouver des aménagements. C'est pour ça que je dis que tout reste dans le contrat. Parce qu'à un moment, si moi je continue de vouloir mes poupées et toi, tu continues de vouloir ton argent pour le business, on va trouver une solution qui nous arrange. Mais si à un moment, voilà, la période de Noël est passée et je t'avais fait une avance, je ne devrais plus rien entendre. J'aurais plus besoin de poupées. C'était une transaction ponctuelle. Finissons là. Tu me donnes ce que j'ai engagé et ça reste là. On sort de cette relation. Mais si cette volonté est là, elle peut permettre la poursuite des activités de la transaction et perpétuer la relation contractuelle. Pour moi, tout se joue là sur la volonté des parties à rester en contrat. D'accord. Merci, c'est noté, Martial. Armand? Alors, je disais tout à l'heure que la question 3 était un peu, à mon sens, la seconde partie de la question 2. En ce sens que, au-delà des règles, comme l'a dit Martial, de la théorie générale du contrat ou du droit commun des contrats, et peut-être dans un contexte plutôt européen de droit de la concurrence, il n'y a pas en tant que tel une autre source normative pour encadrer ou juguler ce genre de situation. Par contre, à partir du moment où on a posé le préalable selon lequel
c'est la seule et unique volonté des parties qui permet de contenir effectivement les excès ou les imprévus qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'exécution d'un contrat. N'oublions pas que nous sommes là dans le cadre de la prestation de la gestion des contrats. Le problème, c'est qu'il faudrait déjà comprendre quelles sont les différentes structurations de gestion de contrats. On a de prime abord trois grandes parties. On peut avoir cette base contractuelle, cette phase précontractuelle, cette phase d'exécution, et surtout une troisième phase que l'on occulte très souvent, c'est la phase de suivi de l'exécution contractuelle. Et c'est cette phase de suivi, justement, qui a surtout emmené et mis certaines structures, je parle de la plupart, sur le marché européen, dans d'énormes difficultés, surtout dans le cas de la crise sanitaire et de l'inflation due au conflit en Ukraine. Pourquoi ? L'exemple, c'est que dans les contrats de fournisseurs, par exemple, on a près de 60% de ces contrats qui sont renouvelés automatiquement. Sans évaluation de leur suivi, qui sont renouvelés par tacite reconduction. Or, ce phénomène qui tend à se généraliser va entraîner justement à ne pas évaluer en cours d'exécution l'état du marché, l'état des risques. Parce que entre l'avant et première année de pandémie, si on n'a pas pu avoir de risques et des indicateurs très forts, il va de soi, entre la première année de Covid et la deuxième année, on a eu des indicateurs assez importants qui auraient permis de pouvoir modifier la substance de certains engagements contractuels. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait, dans la partie précontractuelle, arriver à anticiper tous les cas de figure possibles. Il y a une expression qui dit que l'homme sage, ce n'est pas celui qui a une capacité à résoudre les problèmes, c'est celui qui sait les éviter. Et le juriste, justement, dans le cas de la préparation et la négociation d'un contrat, doit être cet homme sage-là, qui ne doit pas se prévaloir de sa capacité à régler les conflits, mais qui doit pouvoir anticiper les conflits de façon à ce que sa démarche puisse éviter qu'on arrive à ces conflits-là. Donc, la dernière chose, c'est le suivi de l'exécution du contrat où la seule et unique indication doit être celle des parties qui, comme disait Martial, souhaitent être maintenues dans le lien contractuel. C'est seulement à ces conditions qu'on peut passer dans le contrat, et on l'a vu notamment avec les difficultés rencontrées par les entreprises en France, par exemple dans le cas de l'exécution des contrats de la commande publique face à la 5e phase de l'épidémie de Covid-19, où, à cause des cas de contamination des personnels sur les chantiers, ou encore en raison de nombreux cas de contact dans les équipes, certains chantiers ne pouvaient plus être livrés, devaient être à l'arrêt. À ce moment, les parties ont convenu en ce contrat, dans le cadre du suivi, par exemple, de renoncer à l'application des pénalités contractuelles, ou alors d'aménager des délais d'exécution. Ça, encore une fois, on le trouve lorsque l'un des d'autres les parties souhaitent rester dans le lien contractuel et souhaitent préserver leurs intérêts contractuels. D'accord. Merci Armand pour d'avoir bien voulu partager ton point de vue, tes éléments d'éclairage avec nous. Merci également à Martial qui s'est exprimé un peu avant toi. Nous allons poursuivre avec... Allô? Oui. Excusez-moi, moi, vraiment, Internet de notre côté au Cameroun n'est pas très bon. Je ne sais pas comment Martial fait. Mais moi, voilà, ce matin, je rentre. C'est un grand directeur. Voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis chanceux pour le moment. Je travaille. C'est un grand directeur. Donc, on enchaîne avec la quatrième préoccupation. En se fondant sur les circonstances exceptionnelles liées à l'impact socio-économique de la pandémie, de l'inflation, de la crise ukrainienne, d'après vous, est-ce possible d'objecter valablement l'exécution d'un contrat
en se fondant sur le cas de force majeure tel que prévu à l'article 1218 du Code civil. Donc, pour faire simple, en gros, la question c'est, est-ce que dans le contexte actuel, marqué par des incertitudes liées à l'impact socio-économique de la pandémie, à l'impact socio-économique de l'inflation, à la crise ukrainienne, est-ce que c'est possible dans le cadre de la gestion des contrats d'évoquer ou alors d'objecter, oui, d'invoquer de manière valable, comment dire, oui, le cas de force majeure tel que prévu à l'article 1218 du Code civil. Donc, c'est ça la question. Alors, en théorie, effectivement, il serait contre nature de dire que dans les circonstances actuelles et celles que nous avons connues encore récemment et celles qui se poursuivent, il ne serait pas possible d'invoquer le cas de force majeure. En théorie, oui. Mais est-ce que le cas de force majeure est en mesure, par son invocation, de nous soustraire complètement à nos obligations sans avoir de conséquences sur la survie du contrat? La réponse est non. Pour une raison simple, c'est que la plupart des contrats, et là je fais juste référence à ceux que j'ai pu voir jusqu'ici dans ma petite carrière, la plupart des contrats qui prévoient une clause de force majeure prévoient le cas de force majeure dans une durée temporelle, au-delà de laquelle, si le cas de force majeure persiste, la partie lésée par l'assurement du cas de force majeure peut demander simplement l'extinction du contrat. Donc, oui, le cas de force majeure est une arme, mais une arme ponctuelle. En fait, c'est comme une soupape de soulagement qui peut permettre justement d'encaisser la rage, mais elle ne peut pas être une solution au problème de droit qui est posé. C'est un temps d'aménagement durant lequel, effectivement, on peut surseoir à l'exécution de nos obligations, mais ce temps d'aménagement, s'il s'éternise, pourra avoir pour conséquence de mettre fin au contrat. Donc, l'idée, c'est de pouvoir invoquer le cas de force majeure, non pas de façon définitive pour se désengager de nos obligations contractuelles, mais pour pouvoir avoir ce temps de soulagement qui permet de trouver une alternative, justement, comme disait Massa, pour revenir et chercher à trouver de nouveaux aménagements, tant qu'ils sont possibles contractuellement, pour pouvoir poursuivre la relation contractuelle. Merci Armand. Martial? Je vais ajouter, moi, deux éléments à la suite. J'approuve absolument ce que Armand a développé plus tôt. C'est revenir même sur qu'est-ce qu'est le cas de force majeure. Parce que la théorie a élaboré plein les guerres, les émeutes, les machins et tout ça. Tout ce qu'on connaît, un certain nombre d'incidents qui sont appelés comme cas de force majeure. Mais moi, à la fin, c'est d'apprécier l'élément de force majeure sur la modification qu'il a entrée dans l'exécution contractuelle. Parce que, est-ce que le cas de force majeure rend impossible l'application du contrat? Je suis je sais pas moi, au rond-point. Moi, tu connais bien le Cameroun. Hein? Oui, bien sûr. Je suis au rond-point des dos. Je veux que tu me livres 100 kilos de sable, je dis n'importe quoi, à Bonassama. Le pont est totalement cassé. Les deux ponts sont cassés. Je ne peux pas te livrer. Je veux que tu me livres à 14h aujourd'hui. Je ne peux pas te livrer à 14h. Mais je peux prendre la pirogue et te livrer à 16h et ça te coûtera plus cher. Il faut circonscrire l'impact du cas de force majeure. Parce que généralement, les gens croient dans la pratique, c'est un cas de force majeure, vraiment, mes obligations sont lavées, propres, clean, je n'ai plus de responsabilité. Ce n'est absolument pas ça. L'une des meilleures façons de rédiger cette clause aujourd'hui, à dehors de l'ignoration des incidents que nous connaissons, c'est de dire c'est un événement insurmontable, imprévisible, et qui rend l'application qui dénature l'obligation de l'autre partie. Quand je te livrais mes 100 kilos de ciment, j'avais pour 20 francs de transport. Donc, et quand je te facturais, je ne sais pas moi, 200 francs, j'avais 20 francs de transport. Mais c'est parce que le pont est cassé.
je dois prendre des petits pirogues et que le transport me coûte 50 ou 100 francs, je ne peux plus te livrer à 200. Je peux encore te livrer, pas dans les délais convenus et pas dans le prix convenu. Il faut toujours apprécier le réel impact de la force majeure. Parce que il y a l'autre incident, il y a les contrats à exécution unique et le contrat à exécution successive. Cas de force majeure, tu dois entretenir, on a un contrat pour entretenir mon jardin, tu dois venir 2 fois par semaine. Si tu ne viens pas une fois la semaine parce que tu es malade, c'est un cas de force majeure qui handicape l'exécution du contrat dans le mois. Mais tout le contrat n'est pas vicié, tout le contrat n'est pas affecté. Parce que le mois prochain, une fois que tu seras guéri, tu pourras continuer à exécuter. Donc il faut qu'on apprécie. Se réfugier dans le cas de force majeure et dire, c'est celui qui me lave tout, non, ça ne va pas. Allô? Armand, ça va? Je crois que la connexion de Martial a commencé aussi à... Le Cameroun? On a trop vite parlé de... Voilà, je crois que sa connexion s'est comportée un peu comme Eneo, là, quand on oublie que c'est le patron. Ah, bon, je crois qu'il est revenu. Sorry. Donc, il faut effectivement que le cas de force majeure sur lequel on veut s'abriter soit suffisamment explicite. Est-ce que tu n'aurais pas pu le prévoir? Est-ce que c'est insurmontable? Est-ce que tu ne peux plus du tout continuer à exécuter ton obligation? Si oui, tu peux. Qu'est-ce que ça change dans le rapport final? Si moi j'ai absolument besoin de mes 100 kilos de ciment un peu plus tard dans la nuit parce que tu ne veux pas livrer à 14 heures et que si tu ajoutes le prix de 20%, ça me convient, la relation se poursuit et il n'y a pas un cas de force majeure. Oui. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas la palissade, hein, il ne suffit pas de dire FM et puis on est exonéré. Donc, merci à tous les deux. Donc, pour faire en quelque sorte une synthèse de vos éléments de réponse, le cas de force majeure n'est pas un élément bloquant et il faudrait s'assurer qu'on a du caractère véritablement majeur de la force majeure lorsqu'on veut l'invoquer. Est-ce que, c'est-à-dire prêter véritablement attention au caractère imprévisible, au caractère insurmontable. Et maintenant, quand bien même le caractère imprévisible, insurmontable serait établi, voire ce serait imprévisible, d'accord, c'est peut-être imprévisible, mais est-ce que c'est insurmontable pour combien de temps? Dans quel, comment est-ce que le caractère insurmontable s'étend sur la durée? Parce que si, sur la base, par exemple, de l'exemple qui a été pris par Martial, si il fallait être livré à 14 heures, le pont est cassé, d'accord, mais s'il y a une autre solution qui est envisageable, qui permet de pouvoir quand même être livré toujours dans la journée, alors il faut aller vers cette solution-là et l'appliquer, plutôt que de se dire, bon, étant donné que le pont est cassé, voilà, je me lave les mains et puis je n'exécute plus ma part du contrat. Donc, voilà, c'était juste pour refixer les éléments qui ont été fournis par... Je voudrais ajouter quelque chose sur le caractère imprévisible, sur comment cet adjectif-là est en train d'évoluer. Nous sommes, par exemple, je prends le contexte du Cameroun, depuis la fin de l'an passé, il y a des suspicions d'augmentation des prix du carburant. Si moi, par exemple, j'ai un contrat, j'ai des cas et je contracte avec des établissements scolaires pour transporter leurs enfants, c'est le service que je fournis, et je dois renouveler mon contrat, je dis mon contrat en janvier. Et j'entends toutes ces rumeurs sur l'évaluation du contrat. Si en mars, je renouvelle mon contrat propre, comme Armand le disait, c'est rolling. À la fin, exécuté comme ça, personne ne veut savoir. On continue, on ne sait même pas qu'on est arrivé au terme. Vraiment, le contrat là, c'est le papier, ça s'appelle lançons seulement. En mars, ça arrive et je viens voir le chef d'établissement, je dis, le prix du carburant à Dublin, vraiment force majeure, moi je ne peux rien. Est-ce que je peux dire que c'était imprévisible? Non, je ne peux pas le dire. Non. Et la sagesse, justement, dans la transaction contractuelle,
Ce que l'autre, et c'est ce que Armand disait, le contrat ne s'arrête pas au document initial. Il a une vie, il s'exécute. Je peux venir, dès le début de l'année, même après la signature du contrat, demander à mon contractant de dire il y a un risque d'augmentation du carburant. Et le carburant, tu sais, après le coût de mes voitures, c'est l'élément le plus important dans la fourniture du service. Alors, je préfère te dire, si ce prix varie de X, mon tarif au final va évoluer de Y. Tu peux écrire, tu le dis, ça peut peut-être pas faire l'objet d'un accord, mais au moins tu prévois déjà. Donc, le moment venu, quand tu dis, j'avais déjà informé que cette variation viendrait de X, tu peux maintenant dire, attends-toi à de nouveaux prix. Parce que quand je t'aurais écrit, et si tu as appris, tu as donné à ta secrétaire qui a arrangé là-bas, moi je suppose que tu as vu mon courrier et que tu es d'accord de cette variation-là. Le moment venu, moi je peux te dire, tu ne peux pas, toi en ce moment-là, se mettre derrière le cas de force majeure et dire, ah moi je ne savais pas que les prix allaient augmenter et que tu allais. Non, je te dis donc, même dans les prévisions, et ça, dans les matières commerciales pointues, il y a des éléments qu'on fait sauter. Je me souviens dans la fin des années 90, dans la plupart des contrats pétroliers et dans les cas, par exemple, du Nigeria, un élément comme les émeutes avait été retiré parmi les incidents de cas de force majeure. Incidents et tout ce qui risque de troubles sociaux. Parce que c'était devenu monnaie courante. Donc les sociétés avaient appris à gérer, à dealer avec. Donc à partir de ce moment-là, on a retiré ça des incidents dans le contrat pétrolier. Spécialement au Nigeria, je me souviens, ça avait été un cas avec Shell. Donc je voudrais ajouter que cet élément imprévisible-là, il faut bien que les gens se rendent compte que, et Armand le disait, qu'ils soient bien au courant de leur industrie, bien au courant de la pratique, bien au courant de leur business. Si moi, tous mes achats viennent de Chine, l'actualité chinoise m'intéresse. Si le gouvernement chinois dit qu'il reconfine, les Chinois ne travaillent plus, je n'ai plus mon matériel. Il faut être au courant de ça. Donc, imprévisible, il faut, quand les gens utilisent cette clause, pensent qu'ils ont une responsabilité là-dedans. D'accord. Les commentaires que je voulais ajouter sur le caractère imprévisible. Merci. Et enfin, on embraye là-dessus pour passer à la 5e préoccupation qui est vraiment consacrée même pleinement à l'imprévision. Et en gros, c'est toujours dans le contexte actuel marqué par l'impact socio-économique de la pandémie, de l'inflation, de la crise en Ukraine. Est-ce que c'est possible d'invoquer l'imprévision telle que prévue à l'article 1195 du Code civil? Bon, il y a déjà quelques éléments de réponse que Martial a commencé à donner, parce qu'il faudrait arriver à établir le caractère véritablement imprévisible de l'imprévision lorsqu'on veut l'invoquer. Maintenant, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. Armand, tu as la parole. Alors, je pense que la démarche précautionneuse qu'a eu Martial, de commencer même déjà par poser le cadre, quand on parlait du cas de force majeure, de poser le cadre même de ce que c'est le cas de force majeure, s'impose aussi à l'imprévision. Et parce que les gens pensent que par imprévision, il s'agit simplement d'un imprévu. L'imprévision, sur le fondement de l'article 1195, a 4 conditions explicites. Et à mon sens, et ça c'est le théoricien qui parle, je n'ai pas... il y a, je vois... C'est bien utile. Deux conditions implicites. Parmi les conditions explicites, on a le changement de circonstances. Il faudrait impérativement un changement drastique de circonstances. Une fois qu'on a un changement de circonstances, il faudrait que ce changement de circonstances ait été imprévisible. En réalité, ce n'est pas un événement, c'est une circonstance de façon... Tu vois, ça donne un caractère un peu plus important que seulement le cas de force majeure. Bon, changement de circonstances qui était imprévisible
et qui a pour conséquence l'onérosité excessive de l'obligation. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce changement de circonstance, qui a été imprévisible, a entraîné un surcoût assez important de mon obligation sans qu'il y ait nécessairement un caractère durable de ce préjudice. Voilà sur l'aspect des critères explicites les 4 conditions que doit revêtir la circonstance pour rentrer dans le champ de l'imprévision. Sauf que, à ces conditions implicites, on y lit entre les lignes 2 conditions implicites, c'est le lien de causalité qui doit exister entre le changement de circonstance et le caractère onéreux de mon obligation qui en résulte. La dernière condition implicite, c'est que cette circonstance, donc, doit être exempte, sa survenance doit être exempte de toute faute. À partir de là, on réalise que l'imprévision, finalement, rentre un peu dans une forme d'aggravation du cas de force majeure, mais avec la conséquence qu'il faudrait derrière que cela ait un impact non seulement sur la nature de mon obligation, mais qu'en fait, qu'elle ne résulte pas d'une faute que j'aurais commise. À partir de là, on ne peut objecter sur l'imprévision. Yvan, on a eu, entre-temps, on te fait un peu le point, entre-temps, Martial a eu une info, pas très bonne nouvelle, en fait, qui nous a permis de resituer aussi cette information dans le contexte du café juridique d'aujourd'hui. C'était une info sur le décès d'une autorité avec laquelle son entreprise a entamé de longues négociations qui étaient sur le point d'aboutir et qui est malheureusement décédée et qui, on en riait tout à l'heure, qui va, sans doute pour beaucoup, constituer un motif d'imprévision pour pouvoir revenir sur l'engagement contractuel qui était sur le point d'aboutir. Et c'est aussi ça, dans la pratique, malheureusement, les aléas de la gestion contractuelle. C'est clair. C'est clair. Donc, on était dans l'imprévision telle qu'elle est prévue à l'article 1195 du Code civil. Martial avait déjà entamé sur la question précédente quelques éléments de réponse que toi, Armand, tu as développé, et notamment en donnant les 4 démembrements, ou alors les 4 grands actes. Les conditions explicites. Voilà. Donc, si c'est possible de reprendre à partir de là, parce que je préfère pas prendre de risques, je préfère qu'on reprenne toute la question en intégrale avec vos éléments de réponse, pour être sûr qu'on n'a pas de couac en termes audio. Il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je vais aller très vite sur ce que j'avais développé. Bon, je dirais que, un peu comme Martial l'a fait pour le cadre de force majeure, il est important de poser le cadre même de l'imprévision pour savoir ce qu'on y met à l'intérieur. Si on reprend la substance de l'article 1195 du Code civil, on peut y dégager 4 conditions explicites à laquelle moi j'y vois également, en lisant entre les lignes, 2 conditions implicites. La première, c'est le changement de circonstance. La seconde, c'est que ce changement de circonstance soit imprévisible. Le troisième, c'est que ce changement de circonstance imprévisible entraîne un surcoût onéreux excessif. Et la 4e condition, c'est qu'il n'y a pas de nécessité de caractère durable du préjudice. En dehors de ces 4 conditions qui sont posées de façon explicite par l'article 1195, on a 2 autres conditions qu'on peut dégager en lisant entre les lignes, c'est le lien de causalité. Il faudra un lien de causalité entre la conséquence onéreuse excessive qu'entraîne le changement de circonstance soit établi, et il faudrait qu'il y ait une absence de faute de la personne qui invoque l'imprévision. À partir de là, on réalise que si on est dans un élément comme le premier exemple qui a été pris par Martial au sujet de son contrat avec son fournisseur de poupées, il faudrait apprécier par exemple la crise sanitaire
la crise en Ukraine au regard du contexte des obligations et non pas au regard de la survenance simplement de ces événements. C'est qu'un contexte, une circonstance peut intervenir, peut exister, mais si de façon immédiate et directe, elle n'a pas de conséquences sur la dénaturation de mon obligation, en réalité, il n'est pas nécessaire, il n'y a même pas matière à l'invoquer. Et là, on a pris l'exemple, par exemple, de son fournisseur en imaginant qu'il a, par exemple, lui-même des producteurs, des fournisseurs en Chine, en Inde et puis au Danemark. Si les fournisseurs indiens et chinois sont impactés par la crise sanitaire et qu'il y a une possibilité sur le bon de commande de Martial d'avoir une offre en qualité, en quantité et en prix qui soit dans la fourchette prévue par Martial, en fait, ce fournisseur ne peut pas invoquer le cas de force majeure parce qu'il a une alternative pour l'imprévision, parce qu'il a une alternative justement et que la circonstance qui intervient, elle est certes imprévue, mais elle n'a pas d'incidence drastique sur l'obligation qu'il doit exécuter dans la mesure où il a une alternative avec un autre fournisseur. Donc c'est vraiment le plus important, et je termine par là, ce n'est pas en tant la règle qu'on peut invoquer, c'est de façon très factuelle le contexte d'exécution du contrat qui permet de savoir si effectivement cette règle peut prospérer si on l'invoque. D'accord. Merci Armand. Je suis avec vous, hein. Moi, je me démène pour que qu'on aille jusqu'à la fin sans quoi. J'appuie, je pense qu'à 90%, Armand a repris le point. On parle d'évoquer un article pour s'exonérer de ses responsabilités. Il faut que les conditions d'application de cet article soient totalement remplies. À côté de cela, j'ajouterais qu'il est de la responsabilité au contactant de bonne foi de faire une analyse de toute sa chaîne opérationnelle. Je le disais encore, il y a une pratique, c'est un exemple, par exemple, les situations changent tellement et rapidement. Depuis le Covid et la crise en Ukraine, on n'a plus besoin d'avoir une troisième crise pour que quelqu'un évoque un changement de circonstances imprévisibles. Je dis n'importe quoi. Le monde a tellement changé parce que ce qui est en train de se passer depuis le Covid maintenant, les gens ont compris que les besoins que j'ai, je ne peux plus permettre que ce soit produit à 6 000 ou 9 000 km de chez moi. Ce n'est plus possible. Il faut que si j'ai besoin de masques, que j'ai un minimum de masques qui soient produits localement. Je ne peux pas attendre que ça vienne de Chine. La guerre en Ukraine, je ne peux pas me permettre que 90% de mes approvisionnements en X ou Y, et c'est ce que Armand disait, viennent uniquement de tel pays ou uniquement de telle zone. Et pour moi, cet élément-là, cet apprentissage auquel nous force l'environnement, qui est très changeant, nous oblige à reconsidérer même qu'est-ce qui est changement de circonstances. Parce que si quelqu'un vient, et c'est le dernier exemple que j'ai pris, dire moi je fournis je sais pas moi, des services de transport et de dire à la société avec laquelle je traite bon voilà il y a une augmentation de carburant, il faut que les prix changent alors qu'il est entendu dans le marché ou bien il est murmuré qu'il y aurait une augmentation de carburant et je reste tranquille, je n'informe pas mon contactant sur la variation que ça pourra avoir et je vais prendre un exemple avec une chaîne précise. Je fournis des services de car à un établissement scolaire qui met le mal à la disposition des parents avec un prix. Il se murmure depuis le dernier trimestre de l'année dernière que les prix vont changer. Moi, je connais ma structure de coût. Moi, quand je fais le transport, le coût, c'est mon premier centre de coût. J'analyse quelle serait la variation et l'impact. J'en informe mon co-contactant. Qui lui-même, à son tour, peut dire aux parents qu'il est susceptible qu'au deuxième trimestre de l'année, des prix ou bien le tarif de location des bus ait une variation. Et tout le monde est prêt et informé. C'est comme ça que ça se passe. Et quand ça arrive, ça ne devient plus un élément d'imprévision pour dire la semaine dernière, on a acheté le carburant à 650, maintenant c'est 900. Vraiment, moi, je dépose mes cartes, ce n'est plus possible. C'est de l'imprévision. Donc, je parle aux contractants pour dire soyez au courant, soyez au vigilant du service que vous fournissez. Et l'autre chose que je dis, par exemple, dans la pratique, c'est quand le marché était stable, tous les éléments de production, des éléments du service ou bien du matériel
était stable, les gens avaient des engagements sûrs. Aujourd'hui, si tu vas demander une proforma pour la livraison d'un véhicule, on va te dire voici le prix stable pendant 3 mois. Mais je ne vois pas que le commerçant prudent maintenant qui va te dire voici le prix, il va te dire stable sur plus d'1 mois. Il ne peut pas. À peine il peut tourner le dos que X éléments déclenche qui fait que, en plus de l'Ukraine, je ne sais pas moi, Vladimir menace d'annexer la Pologne, ça va faire augmenter le prix de ci ou de ça. La voiture qui coûtait 10, seulement à cause du transport, va coûter 15. Ça, c'est les éléments que je dois comprendre. Et c'est pour ça que je dis que l'imprévision, ce n'est pas uniquement au moment de la réalisation de ce fait, du fait imprévu. Il doit être anticipé dans la vie des relations contractuelles. Et Armand le disait bien, dans la gestion et l'exécution de contrat, ça va être quelque chose de vivant. On n'a pas signé un contrat en 2012 où chaque jour tu viens verser de l'eau et on ne sait plus ce que c'est ou à quoi ça ressemble. Et un jour tu te lèves ou dis que oh, tu sais qu'on ne vend plus l'eau en jerrycan de 100 litres, c'est seulement en 50, maintenant ça va te coûter plus cher au litre. Donc il faut que le contracteur soit au fait de ces éléments-là pour que ça ne vienne pas être une surprise. Parce que, et encore on parle des commerçants de bonne foi, des contractants de bonne foi, j'ai bien envie de faire mes choses, j'ai envie de te fournir le service dans le tarif qu'on a convenu, voici ce qui pourrait changer, je t'en informe au préalable. Dans une relation contractuelle, rien ne t'interdit de dire à ton contractant, il est susceptible que les prix ou que les conditions du service changent. Si telle chose est produite, tu informes et tu restes tranquille. Mais maintenant, toi aussi, tu peux prendre et intégrer ça. Dans la chaîne que je disais, le transporteur te dit que les prix peuvent changer. Toi, l'établissement, tu informes les parents d'élèves pour dire que le tarif de transport des enfants pourrait changer, mais on voit ça. Et comme ça, chacun envisage. Les parents pourront dire, au prix que ça coûte, on va se mettre ensemble entre voisins, on va commencer à transporter nos enfants. C'est comme ça qu'on est de bonne foi. Et c'est des solutions, comme je dis, qu'on veut rester dans la transaction contractuelle. Merci à tous les deux. Dans le contexte actuel marqué par les incertitudes, diriez-vous que pour résoudre les litiges, il est important de privilégier le dialogue et les solutions amiables? La question ne se pose pas. Vraiment, c'est tout ce qu'on dit ici depuis le début. Et, ça se dit depuis très longtemps. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est une non-question. Étant donné ce qu'on a déjà développé ici, là. Okay. Vraiment, je dirais pas mieux. D'accord. Donc, s'il fallait établir une shortlist de réflexes que les juristes doivent développer pour anticiper la crise des éventuels pour anticiper la crise et les éventuels désagréments au niveau de la rédaction des contrats, quelle serait cette shortlist-là? Quels sont les éléments qui doivent figurer à l'intérieur de cette shortlist-là? Puisque vous venez clairement de dire que, par exemple, s'agissant par exemple du cas de force majeure ou même de l'imprévision, qu'il fallait toujours avoir le réflexe d'anticiper. Ça, c'est l'un des réflexes que vous avez évoqués, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que... Voilà. Alors, encore une fois, je m'excuse par avance si mes propos de théoriciens vont choquer beaucoup de praticiens du droit. Le professeur Magloire Ondoa aimait nous dire en première et en deuxième année qu'il faut savoir ce que vous voulez être. Des ingénieurs du droit ou des mécaniciens du droit. Problème, c'est que la distinction c'est laquelle? C'est que l'ingénieur du droit, c'est celui qui réfléchit sur la structure d'un problème. Le mécanicien, c'est celui qui sait que quand la voiture arrive, on dévisse les roues en enlevant les plombs. On ne vient pas lui dire qu'on peut dévisser les roues par d'autres mécanismes. Il sait qu'il doit prendre sa clé, enlever les plombs. Donc, le problème, à mon sens, c'est celui des équipes que l'on a en interne. Pourquoi? Malheureusement,
malheureusement, alors, j'ai eu un problème dans un établissement bancaire que je ne vais pas citer, où, malheureusement, on est en face de nous, des techniciens du droit. En fait, tu poses un problème, au lieu de réfléchir sur le problème, en fait, la personne sort mécaniquement la procédure qu'on a arrêtée en interne. Et on ne s'autorise même pas à questionner le bien fondé et l'efficacité de la procédure. Pour revenir à notre préoccupation, au sujet de la rédaction des contrats, la première chose à éviter, c'est les post-it. C'est faire du copier-coller de contrat. C'est qu'il y a un contrat qu'on a rédigé de fournisseur avec notre fournisseur de craie. Comme on a un contrat à rédiger pour un gars qui va fournir le pain là-bas, c'est un contrat de fourniture, donc on va reprendre le même contrat. Non. Le risque des contrats copier-coller, et donc des contrats types, c'est que on va finalement squeezer toute la partie négociation contractuelle. Et la négociation précontractuelle, généralement, quand elle n'est pas négociée à partir de l'objet seulement du contrat, va faire qu'on va prendre un contrat type et on va regarder dans le contrat type les choses qui doivent changer. Et généralement, qu'est-ce qu'on va changer seulement? L'identité des parties, l'objet du contrat, le prix. On n'a pas le réflexe d'aller questionner le contexte de cet objet, ses risques, de façon à modifier par exemple les clauses de garantie, de penser aux clauses de prévision, d'insérer des clauses qui sont des clauses de soft law pour permettre justement au contrat de façon autonome d'être viable. Et donc pour moi, le premier obstacle à la rédaction du contrat, c'est d'éviter les contrats copier-coller. C'est de partir sur des contrats à partir de rien. C'est-à-dire, mon frère, on veut pouvoir dealer. Notre deal va porter sur quoi? On écrit des deals. Qu'est-ce que tu veux? Tu as comme besoin? Qu'est-ce que j'ai comme offre? À partir du moment où on élabore les choses de cette façon, on a la possibilité de négocier sur chaque élément. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'après avoir discuté pendant 3 heures sur quel est mon besoin, quel est ton offre, sur comment est-ce que je veux que mon besoin soit satisfait, comment est-ce que toi, tu peux exécuter ton offre, on aura posé et balisé l'ensemble des difficultés dont on a parlé précédemment. Et ça fait, à la fin de la journée, on a les éléments pour structurer un contrat de façon autonome sans avoir eu besoin de recourir à une clause importée, copier-coller dans notre contrat, qui, dans ce contrat, peut être un handicap plutôt qu'apporter une solution. Merci Armand. Merci Armand. Martial. Je n'ai pas de très bonne mémoire, mais je crois que c'est Mousseron qui disait que le contrat, c'est un élément de prévision du futur. Et moi, j'ajoute, c'est un élément de prévision du mauvais futur. Si vous êtes dans une transaction commerciale et que les choses se passent bien, il n'y aura pas de souci. Et c'est pour ça que je suis en train de dire que le droit contractuel, c'est la compétence que tout le monde estime avoir. Parce que je peux prendre mon copier-coller, comme Armand disait, sur Internet, je le ponds, les personnes font de bonnes ententes, tout se passe bien et on va dire non, ouf, vraiment, mais moi je fais des contrats depuis, j'ai jamais eu des problèmes. On connaît le mauvais contrat le jour où il y a des problèmes. On se rend compte qu'on a manqué d'encadrer X ou Y clause quand il y a des problèmes. Parce que c'est facile d'écrire un contrat. On peut faire un contrat de choses, quelque chose de fantastique sur 2 pages, ou même sur 100. Mais c'est le jour où il y a un élément et qu'on se rend compte que ça n'a pas été encadré, et que pour les parties, cet élément change tout, qu'on se rend compte que le contrat n'est pas bien élaboré. Pour moi, de mon expérience, la première des choses à faire, c'est de comprendre la transaction dont il est question. Mais de bout en bout. De bout en bout. Nous, les juristes, on a la chance de pouvoir travailler de main transversale avec tout le monde dans l'entreprise. Et il faut pousser la curiosité jusqu'au bout. Et je vais vous donner un élément de curiosité qui, moi, m'a fait comprendre l'importance de connaître
de quoi on parle. On était, j'étais à Guinness et on travaillait sur la fourniture avec un prestataire, la fourniture des palettes. Vous connaissez les palettes en bois sur lesquelles on posait les casiers. C'est banal et tout, mais seulement après les différents questionnements qu'on a eus, et ça, je crois que c'était un retour d'expérience, ils indiquaient le bois avec lequel il faut faire les palettes. Parce que tous les bois ne sont pas résistants à l'eau et à la rupture des intempéries. Ils indiquaient les surfaces, je veux dire, les espacements qu'il devait avoir entre les différentes traverses. Et l'indicateur pour vous dire de la surface, c'est que ça ne devait pas être suffisamment grand pour que même si une bouteille réussit à traverser le casier, elle ne puisse pas traverser. Et l'indicateur qu'on prenait, c'était le diamètre de la bouteille de Guinness. Il fallait que l'espace soit plus petit que le diamètre de la bouteille de Guinness pour qu'une bouteille ne puisse jamais traverser. Il fallait qu'elle soit protégée de manière spéciale parce qu'on te disait que les traitements liquides, chimiques et tout ça, quand il y avait des intempéries à l'eau et à la chaleur, et à la pluie, dégageaient des substances toxiques qui affectaient l'étiquette de la bouteille. Donc, imagine le gars qui dit on veut faire les palettes. Il écrit livraison de palettes, il envoie. Il met la quantité, ça suffit. On connaît le design, on lui a même donné un échantillon. Le gars te prend le bois blanc, il te verse ça là, il te fait des trucs. Après, demain, tu viens et dis non, mon ami, tes palettes là, on fait ça 2 jours au ciel, au sol, ça commence à exploser comme le papier. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé où. Il est très important de savoir ce qu'on achète. Et dans cela, le juriste doit être froid et pessimiste à soi. Parce que quand vous venez voir le commercial ou les responsables d'achat, non, c'est un gars qui livre toujours, non, il n'y a pas de problème, non, comment, et qu'on livre avec lui depuis 10 ans, on n'a pas de souci, non, c'est un gars qui connaît, oui. Dans ce qu'il connaît, la fin, ça se passe, vous n'aurez pas besoin de moi. Mais le jour où ce que vous n'avez pas pris là va arriver, vous allez venir me voir, qu'est-ce que le contrat dit. Donc, il faut être froid, quitte à prévoir l'impossible, mais il faut le mettre là-dedans. Et tout ça, ça vient sur la nature de l'opération. Et je reviens encore sur ce cas de palette. Quelqu'un va dire, livre-moi 100 palettes en blanc. Voici le prix. Si tu n'as pas précisé le bois, demain ne viens pas dire que tes palettes là ne tiennent pas, hein, c'est du n'importe quoi. Si tu n'as pas précisé les produits chimiques que tu dois utiliser pour protéger le bois, ne te plains pas que, mais comme les bouteilles là-bas, ça se déchire, ça sent même mauvais, les trucs comme ça et tout, ne te plains pas de tout ça. Donc pour moi, c'est le premier élément. Bien connaître la relation et voir le pire. Il doit me livrer 100 par mois. Et on dit que ça va. Non, tu poses la question plus loin. S'il ne livre pas 100 par mois, qu'est-ce qu'on fait? S'il ne peut que livrer 50 par mois, qu'est-ce qu'on fait? S'il livre 50 et 10 sont défectueux, qu'est-ce qu'on fait? Toutes ces questions-là, sur les choses qui peuvent arriver, de manière négative, je le dis. Parce que si le gars qui doit livrer 100 livre 200, bon, tu dis, ça va me faire un peu plus de stock. Mais s'il livre 50 alors que tu as besoin de 100, c'est là où ça va. Donc le réflexe pour moi, prévoir les pires des conditions. Vraiment, de ma petite expérience, quand tu as prévu le pire, le mieux ou le meilleur n'est jamais difficile à gérer. Parce que si tu as prévu d'acheter 100 palettes normales à 100 000, et après le gars te dit, mais j'ai même eu le bois, un de mes beaux-frères m'a donné le bois, mon frère, tu vas seulement me payer la main de 35 000 au lieu de 100 000. Ça ne fait pas de problème à quelqu'un. Mais s'il vient te dire, mon camion le bois fait plus de 3 jours dans la brousse, les pollutions ont fait que tu vas me payer 200 000, tu vas dire que jamais. Jamais. Donc, envisagez bien l'opération. Et quand, quoi, pourquoi, comment, et si, prévoyez, soyez pessimiste. Moi, je fatigue les gens avec. Ça ne peut pas arriver. Ça va arriver dans très peu de cas, souvent. Mais quand ça arrive, toi, tu auras déjà fait ton travail. Et là, on va apprécier la mauvaise foi de l'autre que on a dit que si tu es en retard, c'est telle pénalité sur le prix.
le moment venu, c'est ce qu'on applique. Vraiment, tu ne discutes avec personne. C'est ce qui était marqué dans le contrat. Pour moi, identifier la transaction, bien la connaître. Bien la connaître. Un élément, par exemple, un autre exemple que j'ai eu, on a commandé un serveur, je ne sais plus, je crois que je ne sais plus dans quelle boîte j'étais, et le gars a juste donné le modèle du serveur. Sauf que pour le même serveur, les configurations étaient différentes. La RAM était lissée à l'appréciation. C'est comme tu as l'iPhone. Il y a l'iPhone, je ne sais pas moi, Pro Max qui a 512 Go, l'autre qui a 1 Tera. Si tu ne précises pas à l'intérieur, tu dis donne-moi l'iPhone 14 ou l'iPhone 12. Alors que dans le même iPhone 12, le même iPhone, il y a l'iPhone 12, il y a l'iPhone Pro Max. Mais l'iPhone 12, il y a un modèle qui a une capacité plus importante et une autre qui a une capacité moins importante. Il faut aller au bout de l'opération et savoir ce que le technicien recherche. Parce que c'est sur ces éléments-là que tu vas pouvoir définir les moyens de remédiation. Parce que si quelqu'un te dit, j'ai besoin de 100 par mois, mais en réalité, j'ai toujours le stock de 3 mois. Donc, si quelqu'un a une semaine de retard, vraiment, je ne me préoccupe pas. Mais c'est s'il commence à avoir 1 mois de retard que ça pose un souci. Tu aménages ta clause de pénalité en conséquence en disant, à compter d'1 mois, il faut savoir que voici la pénalité que tu vas encourir. Donc, pour moi, tout est dans la maîtrise de l'opération, connaître l'opération technique le mieux possible et penser de manière pessimiste, mais alors hyper pessimiste de ce qui pourra arriver. Et encadrer ça. Merci à tous les deux. Maintenant, la prochaine préoccupation. La prochaine préoccupation, c'est s'il fallait établir, bon, ça, on était dans les réflexes, donc il faut anticiper, notamment au niveau du cadre opérationnel. Il faut anticiper, Armand, s'il te plaît, piqûre de rappel, il faut anticiper. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, Oui, alors, il faudrait déjà éviter les clauses, ah les oui, contrats. copier-coller. Voilà, il faudrait éviter ça. Et surtout, il faudrait bien comprendre. Alors, ça rejoint un peu ce que Martial disait, c'est qu'il faut comprendre clairement le besoin. Il faut comprendre l'offre de satisfaction de ce besoin et bien évaluer les différentes spécificités du besoin et les contraintes de la satisfaction pour pouvoir faire des projections justement maintenant pour une rédaction qui permette une viabilité du contrat. D'accord, merci. Merci encore à tous les deux pour les éléments d'éclairage. Maintenant, ça c'est la dernière question. S'il fallait faire un bilan de l'évolution des difficultés survenues dans la gestion des risques liés aux contrats commerciaux, notamment celles survenues entre 2020 et aujourd'hui, que diriez-vous? Est-ce que ces difficultés se sont résorbées ou alors est-ce qu'elles se sont plutôt aggravées, d'après vous? Alors, Genre, je veux dire qu'elles se sont aggravées parce qu'on ne s'est pas encore opposé de Covid, que l'Ukraine déclenche, et on ne s'est pas encore remis de l'Ukraine parce que les répercussions sont encore en train d'apprécier et être gérées. On ne sait pas ce qui pourra arriver demain. Et de l'autre côté, c'est que ces crises-là ont entraîné de sous-crises. Tout à fait. Dans le sens où, parce qu'il y a eu la crise en Ukraine et qu'il y a eu telle conséquence, tel est en train de déployer les choses de manière différente. Tout à fait. Tu vois un peu. Oui, comme je disais par exemple sur l'approvisionnement à l'extérieur, le fait par exemple que les pays européens disent pour un certain nombre de choses, on va éviter de recourir à la Chine, on va commencer à en faire en nous-mêmes, chez nous-mêmes. Ça fait que la Chine qui pouvait produire beaucoup parce qu'elle avait beaucoup de demandes, ne peut plus produire à ce rythme-là et donc même ses prix vont changer. Parce que si j'avais 100 millions de marchandises qui étaient produites pour la terre entière et que maintenant les Européens qui prenaient 60 millions décident de faire ça chez eux, j'ai une capacité de 40 millions, je ne peux plus fournir les mêmes services si je fais le même prix, si je fournissais à l'échelle. Donc, il y a les changements que les entreprises, les États ont entrepris qui sont
qui auront de micro-impacts à chaque secteur d'activité. Donc, on va peut-être dire, OK, j'avais peut-être un business où j'avais l'habitude d'exporter, mais à cause des restrictions, on dit non, vraiment, ces matériels-ci, tu ne peux plus exporter parce que nous, on en a besoin, tu ne manques en interne. Qu'est-ce que je fais avec mes fournisseurs à l'extérieur, avec mes clients à l'extérieur? Donc, il y a ces crises majeures ont entraîné de micro-crises qui se sentent secteur d'activité par secteur d'activité. Hein. Je te promets, c'est quand tu approches certains secteurs, qu'on te parle de certaines réalités, que tu comprends que oui, ça c'était la conséquence du Covid en premier lieu, mais à cause de cette mesure qu'on a pris, qu'on a mis en place pour gérer le Covid, ça a entraîné cette autre conséquence. Donc pour moi, ces risques-là sont là. Ils continuent, on va les découvrir. On n'est pas encore arrivé à une situation de stabilité sur le plan économique. La guerre en Ukraine continue. Les États européens sont en train de déployer des choses de manière massive qui seront effectives, changement d'approvisionnement en gaz et tout ça, là, qui seront effectifs peut-être dans 2-3 ans et qui vont entraîner d'autres déséquilibres. Donc, pour moi, on n'est pas encore sorti de là, mais la bonne chose dedans, c'est que ce que nous a appris ce qu'on retient de ces différentes crises-là, c'est que il faut commencer à prévoir les prévisions. Il faut commencer à faire avec, parce que le changement arrive souvent et plus souvent qu'on ne le pense. Nous ne sommes plus dans un monde flat, paisible, calme, encadré, où les choses sont lisses et nettes jusqu'à l'infini. Bon, quand vous voyez par exemple le prix de l'augmentation de certaines matières premières ou de certains intrants, ces temps sont allés du simple au double. On n'a qu'à voir par exemple le prix du transport maritime. Depuis que ce s'est envolé, ce n'est pas redescendu. Donc, ça nous a appris à être plus aguerris de notre environnement et de pouvoir prévoir ces événements-là qui auront un impact sur notre business et de s'y adapter avant qu'il y ait un arrive effectivement. Merci Martial. Armand. Je partage complètement le point de vue de Martial et que aujourd'hui il serait prématuré de faire un audit global des conséquences de ces événements, sachant qu'on y est encore de plein fouet. Mais à l'observation de ce qui est vécu déjà jusqu'ici, c'est qu'il y a une dégradation progressive. En fait, là, on n'a même pas, la courbe ne s'est pas encore stabilisée. La courbe d'aggravation des conséquences n'est pas encore stabilisée. On va encore descendre en termes de chute, et donc on va encore davantage aggraver la conséquence, mais tout est dans la résilience, tout est dans la capacité de résilience des parties, là d'abord au niveau des acteurs en premier lieu, mais tout est aussi dans la capacité de résilience de la consommation. C'est que si on atteint un pic de gravité qui n'est plus supportable par la consommation, en fait, là, il y aura un crash énorme, c'est que derrière, il y aura un besoin, mais dont le coût n'est pas à la portée des consommateurs, et là, ça va créer davantage d'autres soucis. Là, on parlait de l'inflation, mais là, il y aura d'autres grosses conséquences, avec là, heureusement, aujourd'hui, au Cameroun, on a un taux de bancarisation qui est très faible, qui peut permettre de maintenir aussi l'endettement des classes. Parce que si on était dans un système de banque, ça se voit en Europe, par exemple, aujourd'hui, l'endettement particulier explose. La consommation, en raison de ces événements-là, commence à grimper et les ressources des ménages ne permettent plus de satisfaire si on ne recourt pas au crédit à la consommation ou à des crédits classiques. C'est en soi le risque majeur. Et ça, là, derrière, on peut se poser la question de savoir où aller chercher des solutions. Malheureusement, on est dans une économie de marché. On est dans une économie finalement, avec le capitalisme, l'administration publique s'est désengagée de certains domaines, mis à part sur des matières qui portent sur les produits de grande consommation et de première nécessité, mais sur le reste de l'activité commerciale,
c'est le marché qui s'autorégule. Marcel parlait tout à l'heure du transport maritime qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas revenu à une situation avant, antérieure au Covid. Pourtant, aujourd'hui, on est en train de se dire on s'est habitué. On s'est habitué déjà, on s'est installé déjà dans la gestion du Covid, on s'est installé déjà dans ce mode de fonctionnement. Donc, on se serait attendu à ce que le marché puisse lui aussi s'habituer et revenir justement à l'esprit de stabilité qui ne sont plus des prix de pic que l'on a connus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et effectivement, il n'y a pas que ce secteur-là. Sur d'autres secteurs, on connaît cette réalité où les prix ne descendent pas, ou vont toujours à la hausse. Et notamment, et d'ailleurs, quand on regarde, Martial parlait tout à l'heure, de pouvoir susciter un peu cette curiosité d'information. Aujourd'hui, quand on regarde un peu l'actualité au Cameroun, où on annonce, il y a des journaux qui titrent déjà que la subvention de l'État sur le carburant pourrait diminuer de moitié, on est en mesure effectivement de reconnaître qu'il y a dans l'avenir encore des situations d'aggravation qui vont se présenter et qu'il faudrait commencer à se préparer dès aujourd'hui pour pouvoir anticiper ces aggravations-là le moment venu. Merci. Donc, merci. Nous sommes parvenus au terme de notre entretien de ce premier café juridique. Malgré les désagréments dus à Internet, donc, le juriste, c'est un... Oui, le Cameroun, le jury, c'est un deal maker. Bon, je pense que j'ai prouvé que je suis un deal maker. Bon, deal maker, c'est bon, c'est une belle expression, mais en fait, ça signifie plus quelqu'un qui sait faire des pirouettes pour parvenir à trouver des solutions. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et j'espère que tous les points qui ont été évoqués à travers cette rencontre pourront être utiles à toutes les personnes qui vont l'écouter, auprès desquelles ça va être partagé. En tout cas, moi, très sincèrement, merci à chacun d'entre vous. L'avantage du panel de ce premier café juridique, c'est qu'on avait un théoricien et un praticien. Donc, on avait vraiment, véritablement les deux approches et je pense on a pu avoir des éléments de réponse assez complets au sujet des différentes préoccupations qui ont été évoquées. Comme je viens de le préciser, c'est là pour ce premier café juridique de l'année. J'espère qu'on pourra renouveler l'expérience avec vous sur d'autres panels. Et volontiers. Merci, c'est déjà. Très volontiers. Donc, à très bientôt et puis on reste en contact avec vous.